Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le thème de cette conférence est la première restauration, mythe ou réalité. Je ne doute pas une seconde que nous soyez tous très cultivés, mais il m'a semblé bon de donner un panorama historique, si vous voulez, de l'époque dont nous allons parler et des personnages les plus importants. Il y a bien sûr Napoléon Bonaparte, prétendument et empereur des Français, et qui, en 1814, règne depuis 10 ans, à 45 ans. Après les 10 années de guerre, sans compter le consulat, ça se compte par millions. Il n'y a pas une famille française qui ait été épargnée. L'impôt du sang a été si lourd du reste que les recrues refusent de se battre et préfèrent être mis en prison. Nous avons les deux frères de Louis XVI, le comte de Provence, qui a pris le nom de Louis XVIII, le comte d'Artois, son frère cadet, qui deviendra Charles X, sur lequel j'ai essayé d'écrire quelque chose d'aussi vrai que possible. Nous allons voir Talleyrand, aussi roué qu'on peut imaginer, fort intelligent mais sans scrupules. Nous découvrirons Alexandre Ier, qui est en principe au moins le petit-fils de Catherine II. Je dis en principe car Catherine II était un personnage tellement extraordinaire qu'on n'est jamais tout à fait sûr de sa filiation. Et nous aurons bien sûr Metternich, qui défendra les couleurs de l'empereur d'Autriche. Nous aurons Blücher, qui sera un commandant allemand extrêmement dur pour l'empereur Frédéric Guillaume III. Nous aurons l'Angleterre, où évidemment il se passe quelque chose d'assez triste, mais cette famille d'Angleterre est coutumière du fait. La famille de Hanovre, en plus des défauts de tous les princes, avait le défaut d'aimer un peu trop la bouteille. Il faut dire les choses comme elles sont. À telle enseigne que le Georges III, ennemi de Napoléon, est à cette époque fou. Et c'est donc son fils, qui sera le futur Georges IV, qui gouverne l'Angleterre. Le mythe, tout d'abord. L'instruction publique, et cela est vrai en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire de France dans le privé, le plus souvent donne le cliché éculé que vous connaissez tous, je suppose. Les Bourbons sont revenus en 1814 dans le fourgon de l'étranger. Eh bien, ça n'est pas vrai. La réalité, la voici. L'avance des armées coalisées contre Napoléon a facilité le retour des princes de la maison de Bourbon. Mais ce sont eux qui se sont imposés par la rapidité de leur arrivée en France, par leur action. Je pense au comte d'Artois, mais je pense aussi au duc d'Angoulême, sur lequel on a écrit n'importe quoi, et qui va se faire reconnaître à Bordeaux, et qui va ensuite se faire reconnaître de toute la Guyenne. Ce sont eux qui s'imposent. Ils seront aidés, il faut bien le dire, ces princes, par un homme courageux et que l'on peut, je crois, qualifier de providentiel, et dont l'histoire de France ne dit pas grand-chose, et qui est le baron de Vitrolles. Le baron de Vitrolles avait des amis très sûrs et efficaces, comme nous le verrons. L'attitude de Talleyrand, soi-disant faiseur de roi, est plus équivoque. Sans doute a-t-il compris, avec sa rouerie, son expérience des affaires, d'une part, son extraordinaire cynisme, d'autre part, après l'entrevue d'Erfurt en 1808 entre Napoléon et l'empereur Alexandre, qu'il ne doit plus faire confiance à l'étoile de Napoléon, ayant parfaitement prévu la 5e coalition. En 1814, il pense, devant l'étendue du désastre, aux Bourbons. Mais reste fort indécis, il attend la suite des événements, que Vitrolles va bousculer, du reste. Il désire se donner le beau rôle que lui donnera l'histoire. Et si
il a compris que les Bourbons étaient nécessaires, son goût, sa tendance irait plutôt vers les d'Orléans. Alors, qui est donc le baron de Vitrolles? Eugène d'Arnaud, baron de Vitrolles, était né en 1774, c'est-à-dire l'année même de la mort de Louis XV. Il avait donc 40 ans. D'un conseiller au Parlement de Provence, descendant des fameux Arnaud jansénistes, et il ne semble pas qu'ils aient influencé ce chrétien qui ne semble pas du tout janséniste. Il faut dire que sa grand-mère était sœur du bailli de Suffren, ce qui a dû apporter tout un vent de mer, si j'ose dire. Il était en Suisse lors de la Révolution. Il rejoignit le prince de Condé et servit 3 ans sous ses ordres. Il épousa mademoiselle de Folleville, fille adoptive de la duchesse de Bouillon. Vous savez sans doute que la famille de Bouillon devint allemande par l'alliance de la famille de la Marque avec un Latour d'Auvergne. Je dis cela parce que je pense que sa femme a dû l'aider à connaître beaucoup de gens, et notamment le duc d'Albert. Rayé après le visite Brumaire de la liste des émigrés, il rentra en France, vécut retiré chez lui dans les Basses-Alpes, en tant que maire de Vitrolles, conseiller général du département, royaliste convaincu, mais vraiment convaincu. C'est dans cette conviction et dans sa foi religieuse que résidera toute sa force. Quoique conseiller général, c'est-à-dire exerçant une fonction locale, il n'était pas allié à l'Empire. De taille moyenne, il était bien fait, séduisant, énergique. Il connut dans sa province beaucoup de succès pour la simple raison que c'était un homme du XVIIIe siècle et qu'il y en a déjà beaucoup qui manquaient à cette époque-là et que la noblesse de Napoléon ne pouvait pas évidemment faire le poids. Par les journaux anglais, parvenus en fraude en France, qu'est-ce qui ne parvient pas en fraude en France, le baron de Vitrolles apprit que monsieur s'était embarqué à destination de la France. Ce fut pour moi, écrit-il, un éclair de lumière. Je me décidai à partir sur le champ pour chercher monsieur partout où il serait. Il s'apprêtait à partir quand le duc d'Albert est là. Ce que je vais vous dire ressemble un peu à un roman, mais l'histoire quelquefois ressemble à un roman. Quand le duc d'Albert lui rapporta sa conversation récente avec Talleyrand, dans laquelle le prince voyait très bien le retour des Bourbons. Le duc d'Albert essaya donc d'accréditer son ami, alors que certains historiens prétendent même que le baron de Vitrolles est un agent de Talleyrand. Rien n'est plus faux que la preuve en est, n'est-ce pas? Mais le duc d'Albert a beau insister, Talleyrand ne peut pas le recevoir. Il est trop prudent, trop retors. Alors c'est le duc d'Albert qui va introduire son ami. Il lui remet d'abord son cachet aux armes allemandes en le chargeant de le remettre au comte de Stadion, ancien ministre autrichien des Affaires extérieures. Il écrivit à l'encre sympathique, sur un feuillet du calepin de M. de Vitrolles, le prénom des 2 femmes que Stadion et lui-même avaient jadis courtisées à Vienne, et un très court billet explicite. Il traça avec la même encre sympathique, et on est en plein roman, un autre billet pour le comte de Nesselrode, ministre tout-puissant du tsar Alexandre Ier. Il était nécessaire avant tout, pour M. de Vitrolles, de se faire agréer par le comte d'Artois. Or, l'épouse du comte de Durfort, le fameux Durfort du Raz, ancien aide de camp du prince à Lisieux, était resté en relation épistolaire avec le prince. Et elle va avoir une idée étonnante, romanesque. Elle écrivit au prince sur un morceau de gaze d'Italie, comme seule une grande dame du XVIIIe savait le faire, 3 lignes de sa main. Monsieur de Vitrolles, ayant pris soin de coudre les précieux messages dans la doublure de son habit, muni d'un passeport au nom de monsieur de Saint-Vincent, prit la diligence qui desservait le Bourbonnais, qui passait par Châtillon-sur-Seine, où il arrivera le 10 mars 1814. Il fut reçu à merveille par le comte de Stadion,
qui lui apprit la signature toute récente du pacte de Chaumont par lequel les Alliés s'interdisaient de traiter séparément avec Napoléon. Le comte, vous comptez traiter avec Napoléon, dit M. Vitrolles. Le comte autrichien lui a répondu qu'effectivement. M. Vitrolles, avec intelligence et fougue, lui montra que c'était folie. Napoléon, ambitieux, ne conclurait qu'une trêve, c'est-à-dire ce qu'il prévoyait, et les Alliés eux-mêmes seraient forcés de reprendre la guerre, de commencer la guerre. Les Bourbons seuls, souligne M. Vitrolles, pouvaient signer une paix durable. L'ami du comte d'Albert, du comte d'Albert, du Clebert, parut ébranlé, mais sans plus. Grâce au comte de Stadion, le 12 mars à midi, il voyait Metternich, qui le reçut de manière aimable, courtoise, sans beaucoup croire au Bourbon. Vitrolles répondit pourtant en disant que M. Metternich prétendait qu'il n'y avait rien à tirer des Bourbons. Vitrolles répondit, à propos du comte d'Artois, il serait votre plus puissant allié si vous saviez vous en servir. Le 18 mars, le comte de Nesselrode, du comte de Nesselrode, il obtint une audience du tout-puissant tsar Alexandre. Voyez-vous, en quelques jours, il avait beaucoup travaillé déjà. Le tsar ne croyait pas plus que Metternich à la popularité des Bourbons. Séduit un moment par Bonaparte, il jugeait les Bourbons incapables. Le siège fut difficile, mais le baron de Vitrolles réfuta inlassablement que la France avait perdu tant de morts, qu'elle désirait la paix intérieure et à l'extérieur, et des garanties contre le despotisme dont elle avait souffert sous Napoléon. Il n'existait pour y parvenir que le seul retour de la monarchie légitime. Il engagea le tsar à marcher sur Paris, où il trouvait l'opinion et les corps constitués disposés à la paix, et le tsar, impressionné tout de même, lui dit ceci: « Je vous promets que cet entretien aura le plus grand résultat. » Le surlendemain, 21 mars, vous verrez ce qui se passera le 21 mars, ils sont entrés un moment avec Lord Castlereagh. Les Anglais alors ne croyaient pas du tout au Bourbon. Ils étaient même tout à fait opposés. Alors ça apparaît dans les textes de manière évidente. Le 20, il avait vu le Metternich, donc, et il avait appris la rupture des... Il avait appris les pourparlers à Châtillon étaient rompus. Le 21 mars, il obtint d'assister à la réunion des ministres alliés, le 21 mars, comme ministre plénipotentiaire officiel, que l'on réalise le chemin parcouru en si peu de jours. En effet, ce royaliste convaincu et convaincant avait su en une semaine forcer l'estime et la confiance des personnages puissants prévenus contre la cause qu'il défendait. Il faut dire que M. Vitrolles est d'une extrême honnêteté. Il n'y a chez lui aucun bluff. Au tsar Alexandre qui lui demande votre nom, qui vous envoie, il se contente de répondre: Vitrolles, je parle au nom de tout ce qui reste en France d'indépendance et d'honneur. Eh bien, cette franchise étonne, surprend, conquiert. Si M. Vitrolles croyait connaître les dispositions de Talleyrand, il ne cachait pas, car il ne mentait jamais, qu'il ne le connaissait pas. Il assista donc à cette séance du 21 mars. On ne peut pas nous parvenir une seconde sur ceci. C'est que le 21 mars est le 10e anniversaire de l'exécution du duc d'Enghien, jour pour jour. Et de plus, la fête de Saint-Benoît, qui sera plus tard déclaré patron de l'Europe. Il demanda aux Alliés de ne jamais traiter avec l'empereur. Le plus extraordinaire, c'est qu'un protocole d'accord contenant ces engagements fut dressé. Les Alliés souhaitaient que le baron de Vitrolles regagne à Paris aussitôt pour y préparer la grande coopération promise. Il avait fait savoir honnêtement qu'il n'avait pas vu le comte d'Artois et qu'il devait lui mettre toutes les initiatives. Là aussi, cette franchise étonna. Il parvint à Nancy le 22 ou 23 mars. Le prince déjeunait. Il attendit l'après-midi et fut reçu par le comte, et le prince déjeunait, le baron vint le soir et fut introduit par le comte d'Escars sous le nom de M. Saint-Vincent. Le comte d'Artois, avec son habituelle affabilité,
s'avança vers le visiteur. Vitrolles lui remit le morceau de garde de la comtesse de Durfort. Le prince reconnut aussitôt avec émotion l'écriture « Ami » et pria le baron de Vitrolles de parler. Celui-ci apportait d'heureuses nouvelles. L'entrée triomphale du duc d'Angoulême à Bordeaux. Il parla de l'opinion parisienne d'écouter, de la guerre et de l'Empire, de l'attitude bienveillante de Napoléon, de la rupture des pourparlers Châtillon-sur-Seine, et présenta à monsieur une copie du protocole de Bar-sur-Aube. Quelle va être l'attitude du prince? Il a eu tant de déceptions. Par ailleurs, il avait connu ces envoyés n'ont pas été reçus. Eh bien, le prince va se montrer tel qu'il est, sa vraie nature. Après avoir relu ce billet, après avoir entendu M. de Vitrolles, ne pouvant retenir ses larmes, et par un geste qui en disait plus long que de grands discours, il serra dans ses bras le messager. Avec sa spontanéité habituelle, il était tout prêt à faire ce que le baron lui demandait. Le baron lui fit comprendre qu'il devait saisir, exercer au nom du roi tout de suite l'autorité souveraine et la faire reconnaître sur la terre de France. Être reconnu par tous les princes. Cette position défendue avec flemme était juste. Il n'en restait pas moins qu'il y avait toujours 500 000 étrangers. Le prince réfléchit et à son tour lui donna, en qualité de lieutenant général, il avait été fait lieutenant général par son frère, il accrédita, il conféra à M. de Vitrolles, de sa part, il fit M. Vitrolles son envoyé auprès des alliés, le chargeant de défendre les intérêts de la cour. Voici donc le baron de Vitrolles devenu un personnage officiel investi par le propre frère du roi. Il valait pour réussir, est un personnage tout à fait hors du commun. Le baron repasse les lignes étrangères, les armées étrangères. Il apprend la constitution d'un gouvernement provisoire. Talleyrand bouge un peu. Mais comme c'est un acteur extraordinaire, il va faire un coup étonnant. Le tsar Alexandre avait exprimé, ayant passé en revue ses troupes, le désir de loger à l'Élysée. M. Talleyrand lui fait glisser dans le creux de l'oreille que le palais est miné. Ils n'ont évidemment rien. Le tsar le croit, et M. Talleyrand, tout de suite, lui propose d'habiter dans son hôtel rue Saint-Florentin. Si bien que par ce coup de maître, il avait non seulement le tsar, mais tous les princes chez lui. S'il était très heureux d'avoir le tsar sous son toit, de revoir souvent le roi de Prusse, le prince de Schwarzenberg, le duc d'Albert, tout le monde était là, évidemment. Il ne voulait pas se précipiter encore. Mais là, il réussit tout de même à convoquer les sénateurs pour fixer une date de séance, puisqu'il était archisorcier d'Empire et vice-grand électeur. Il les pria de se réunir le 1er avril, et sur les 140 membres, il réussit à en réunir 64. Il les invita à nommer un gouvernement provisoire. Et leur demanda de rédiger une nouvelle constitution, c'est-à-dire les premiers textes de la charte. Le comte d'Artois, auquel M. Vitrolles apporta les conditions imposées par le gouvernement provisoire, eut la sagesse de ne pas les refuser, tout en faisant comprendre qu'il laissait son frère le soin de les juger. Vous verrez d'ailleurs comment il agira. Le 1er avril fut convoqué le Conseil général de la Seine, qui vota à l'unanimité une adresse aux Parisiens aussitôt affichée, proclamant vigoureusement la déchéance de Napoléon et le retour des Bourbons. M. Vitrolles, invité par Talleyrand, fit à nouveau l'éloge du comte d'Artois, mais rien n'était joué encore. Le duc d'Angoulême, lui, quoi qu'on en ait dit,
avait fait en 3 semaines un très bon travail. Il avait pris sous sa direction l'administration complète de la Guyenne. Il avait défini avec un particulier bonheur l'attitude des princes de sa maison dans une proclamation au Bordelais conçue en ces termes. Ce ne sont pas les Bourbons, disait-il, qui ont attiré les Alliés sur le territoire de la France, mais les Bourbons s'y sont précipités pour préserver leurs États de nouveaux malheurs. Le baron Vitrolles, avoir quitté Paris pour regagner Nancy, fut reçu par Talleyrand le 4 à 10 heures et ils parlèrent tous deux longuement de l'avenue du Prince. Talleyrand voulant jouer le rôle prépondérant et oubliant un peu rapidement que c'était sans sa permission que le comte d'Artois était annoncé, que c'était sans sa permission que le duc d'Angoulême était à Bordeaux. Il fait assez machiavélique pour faire croire que c'était lui qui avait tout fait. Le baron de Vitrolles, devant lui, daigna au Sénat le droit de prendre à son compte un acte qui émanait de l'autorité royale, c'est-à-dire de nommer un lieutenant général. Seul le roi pouvait le faire. Talleyrand répondit que l'essentiel, c'était de ramener le prince à Paris. Le tsar qui avait vu M. Vitrolles et qui avait tant de mal à lui faire changer d'idée, on sentait qu'il était indécis. C'est à ce moment-là que Marmont, dont on a pu dire tout ce qu'on veut, a cru bon de dégarnir l'Essonne et de se retirer sur la Normandie, ce qui évidemment découvrait Paris, et qui donna aux Alliés, qui fit changer, incontestablement, la position des Alliés, parce que Vitrolles leur avait parfaitement fait comprendre que Napoléon voulait signer un semblant de paix et foncer sur Paris. Les Alliés se montrèrent donc extrêmement sensibles, il faut le reconnaître, à ce qu'on a appelé la défection du duc de Marmont. À 10 heures, le 5 avril, enfin, Vitrolles reçut la lettre écrite par Talleyrand pour le comte d'Artois. Le baron espérait, en bon royaliste, que monsieur pourrait arriver avant la Constitution soit achevée. C'était mal connaître Talleyrand, qui avait obtenu du Sénat ce qu'il voulait, non sans marchandage. Malgré la distance, il couvrit monsieur de Vitrolles, qui est infatigable, en 20 heures 300 km. Il séparait de Paris de Nancy. Il espérait, tout heureux, arriver le premier et apporter de bonnes nouvelles au comte d'Artois. Or, monsieur était prévenu, peu avant, de la décision favorable des Alliés et du gouvernement provisoire par un courrier du prince Bolkonski, chef d'état-major des armées alliées. Le comte d'Artois, en véritable chrétien, ce sera toujours la réaction du prince, était au moment même de l'arrivée de M. Vitrolles à la cathédrale de Nancy, où il faisait chanter un tédéum d'action de grâce, pour remercier tout d'abord le roi des rois. Le baron remit au prince la lettre de Talleyrand, un pamphlet Chateaubriand sur Bonaparte et les Bourbons. Le prince s'intéressa au texte du Conseil général et après avoir fait un compte-rendu, M. Vitrolles insista beaucoup pour le départ du prince à Paris. Ce dernier, qui avait 20 ans d'existence, qui en 20 ans d'existence avait été lui-même à même de juger l'attitude des Alliés, voyait les choses différemment. Le comte d'Artois, avec son habituelle affabilité, avait écouté ce que disait le baron de Vitrolles, mais il était invité par l'empereur d'Autriche, Sa Majesté apostolique, qui se trouvait à Lens. Et le comte de Bombelle, sur lequel on pourrait écrire tout un ouvrage, insistait beaucoup pour qu'il se rendît à ce rendez-vous. Le baron de Vitrolles insista tout au contraire, pour que monsieur prît parti au plus vite. Tout le monde a compris que l'empereur d'Autriche, qui jusque-là n'avait pas fait grand-chose, voulait se donner le beau rôle. Le prince réfléchit
et se rendant aux raisons du dévoué Vitrolles, fixa le départ au surlendemain 8 avril, qui était vendredi saint. La foule s'attroupait devant l'hôtel du gouvernement. Le duc de Laval apporta une lettre fort gracieuse du tsar à monsieur. Le prince dépêcha à Hartwell, à 16 lieues de Londres, un pli pour le roi son frère, et confia ce message au prince de Polignac. Par ailleurs, sans demander aucune permission au gouverneur russe, M. Dallopéus, il ne lui demanda pas de quitter son poste, le comte d'Artois, mais il nomma comme gouverneur de province le comte de Damas, ainsi que de la Lorraine et les 3 évêchés. C'était un acte de gouvernement. À Paris, on travaillait à la Constitution. Il faut bien penser que les gens qui ont fait cette fameuse charte sont des régicides. Ils ont élevé Napoléon à l'Empire et ils ont énormément souffert de l'Empire. Ils veulent garder leurs privilèges, garder leurs biens, les biens nationaux. On imagine très bien ce qu'ils vont concocter, si je veux dire. Le texte est approuvé, le 6 avril et le 7 et 8, un texte est affiché à Paris, et écoutez bien, qui appelait au trône librement, sous le titre de roi des Français, Louis Stanislas Xavier, frère de Louis XVI, et lui conférait la royauté héréditaire, sous réserve d'avoir juré d'observer la Constitution. Voilà la réalité des faits. La charte a été conçue pour le roi, sans le roi. Et ça, il faut toujours le dire, parce que tout le monde l'oublie. Le comte d'Artois lui-même, on sera très choqué. Comment le baron Vitrolles lui lit la Constitution, il change de visage. Le comte d'Artois lui demande: c'est donc bien mauvais? Oui, répondit Vitrolles. Le roi n'est plus le roi. Cependant, l'arrivée de votre Altesse est annoncée, il faut aller à Paris. Il n'était pas question à ce moment-là d'aller partir en province pour soulever 3 personnes. On était pour partir à Paris, la Constitution était mauvaise, il fallait y aller. L'accueil de la population donnait l'espoir d'un accueil semblable à Paris. Le prince promettait l'abolition de la conscription, et avec sa bienveillance naturelle, les mots qu'il savait trouver s'ouvraient tout de suite les cœurs. Il avait d'ailleurs grande mine. À Meaux, le duc d'Albert vint trouver son ami, et comme il est un libéral comme le tsar, il lui fit comprendre qu'il faut absolument que le roi accepte une constitution et qu'on ne parle plus de la loi sacrée, qu'on ne parle plus du droit divin et de toutes ces vieilles choses. Vitrolles ne se laissa pas du tout impressionné. Le prince, percevant parfaitement que c'était préjugé de l'attitude de son frère, demanda au baron Vitrolles avec beaucoup de gentillesse, du reste, de rester. Il donna une leçon en disant qu'il ne partirait à Paris que le lendemain, car il voulait aller à la messe le lendemain, qui était le lundi de Pâques. Vous m'accompagnez à la messe et vous partirez après déjeuner. Le prince courut à Livry, entre parenthèses, chose extrêmement curieuse, et l'histoire de la cocarde blanche. Talleyrand voulait la cocarde tricolore. Probablement, il faut croire que le bon Dieu voulait la cocarde blanche, parce que la division de Rouen avait, sur une information erronée, pris la cocarde blanche, à telle enseigne que toute l'armée française a pris la cocarde blanche. Le Vitrolles tenait à ce que le Sénat enregistrât purement et simplement la lettre patente du roi qui conférait au prince, un lieutenant général. C'était tout à fait présumé de la bonne foi de Talleyrand. Cette question de lieutenant général n'était pas encore réglée. Le baron ne pouvait accepter en vrai royaliste que monsieur n'eût que les prérogatives que d'un Talleyrand. Talleyrand consentit à écrire enfin une lettre au comte d'Artois, sans donner de précision. Il écrivait son Altesse royale, Monseigneur le comte d'Artois, sera reçu dès son arrivée chef de gouvernement, il n'est pas question d'un lieutenant général. La face était sauve.
La garde nationale à cheval et un bataillon à pied étaient arrivés dans la journée pour servir d'escorte le lendemain au prince. Ce dernier, avec discernement, dit à ses hommes qu'il serait fier de rentrer à Paris avec eux, ce qui les combla de joie. Le prince, revoyé ces dernières années, il ne pouvait que louer Dieu. Certes, il percevait tous les dangers d'une constitution, mais il avait confiance en son frère, et d'abord, encore une fois, confiance en Dieu. Cette nuit même ne fut pas très brillante pour Napoléon, car en effet, il tenta de s'empoisonner. C'est le général Contuchel de la Bédoyère qui réussit à le sauver. Restait tout de même pour le comte d'Artois comme de véritables examens de passage. L'entrée à Paris, ça n'est pas une petite affaire. Les historiens n'insistent pas assez là-dessus. Qui à Paris connaissait les princes? Paris a des réactions extrêmement contradictoires. Nous le connaissons. Il est enthousiaste et versatile, capable de vider la tête à ses princes et aussi des pires excès. C'est lui qui a construit Notre-Dame. Il a un sens inné du chic, de l'élégance, mais il peut faire les pires, il peut se lancer dans les pires aventures. Par ailleurs, il est habitué à Napoléon qui apparaissait toujours en costume très modeste. Napoléon n'était pas couvert de décoration, mais entouré de officiers très brillants. Il y avait donc une grande expectative. Heureusement, monsieur le comte d'Artois était fort élégant et probablement le meilleur cavalier de son royaume. Monsieur, en uniforme de garde nationale, mais portant les ordres du roi, ayant à son bicorne la cocarde blanche, montait un magnifique cheval blanc, apparaissait un élégant chevalier et ne paraissait pas ses 57 ans. Il s'était entouré d'une suite réduite et d'une escorte, donc de la garde nationale. À la barrière de Bondy, l'attendait le groupe des maréchaux, Ney, Marmont et Sérurier, qui ne sait pas très bien quelle constante tenir. Seulement, lorsqu'on a eu dans sa vie le bonheur de connaître quelques princes, on sait qu'ils ont le don de dire des choses, naturellement. Et monsieur trouva quelques mots extrêmement aimables qui rompirent tout de suite la glace, et les maréchaux emboîtèrent le pas et suivirent le prince. Comme je l'ai dit, tous les gens qui étaient nés en 1790 ne connaissaient pas le prince. Par conséquent, il faut bien reconnaître que d'abord, il y a une certaine froideur, une certaine curiosité. Mais le public parisien se dégela lorsque le prince arriva sur les boulevards. La garde nationale faisait l'air. Monsieur apparut si princier d'allure, de manière, si fringant cavalier, répondant aux acclamations en se découvrant, que ce fut un véritable délire. Le moniteur du lendemain dit ceci: le délire des Parisiens ne s'arrêta même pas aux portes de Notre-Dame. Sur le parvis de l'antique sanctuaire, le prince fut reçu par le chapitre. Les sénateurs étaient absents. J'ajouterai avec un peu malice que le prince s'en passa fort bien. Il était entouré des militaires de l'Empire, des chefs militaires, et le Te Deum fut chanté par 10 000 voix. Le baron de Vitrolles, qui avait tant fait, profondément ému, écrit dans ses mémoires ceci: on se précipitait sur la personne royale, on embrassait ses genoux, on embrassait ses bottes, et ceux qui pouvaient l'atteindre couvraient son cheval de caresses. Le prince s'achemina vers les Tuileries, sans donner l'impression de la moindre fatigue, d'une journée pourtant extrêmement rude, et il s'écria, ce 12 avril, c'est le seul jour de bonheur que j'ai connu depuis 25 ans. Cette journée du 12 avril restera gravée dans sa mémoire. En arrivant aux Tuileries, on eut cependant de soutenir, la fatigue perçait. Le charme, la présence d'esprit du prince, son à-propos, lui avait gagné, ce qui était déjà considérable, les Parisiens. Il fallait maintenant assurer le gouvernement provisoire. Et là-dessus, les historiens passent.
chacun sait que Louis XVIII est très intelligent et que Charles X, selon eux, est un imbécile. Il va falloir tout de même que Charles X assume pendant 19 jours, que Charles X, le comte d'Artois, qu'il assume le gouvernement provisoire. Il fallait d'abord être reconnu, toujours être reconnu lieutenant général du royaume. Et il faut dire que le roi Louis XVIII ne mit aucune rapidité à revenir d'Angleterre. Nous verrons qu'on lui dit de très grandes choses. Là, il est tellement content, Louis XVIII, d'entendre crier « Vive le roi » qu'il s'attarde. Donc, c'est Talleyrand qui présentera au prince le gouvernement provisoire. Je ne dirais pas qu'il y a entre Talleyrand et le prince beaucoup d'attrait. Mais le prince reconnaît en Talleyrand un homme de gouvernement, d'expérience. Il écoute ses conseils. Sur proposition du gouvernement provisoire et le rapport d'une commission spéciale de 7 membres, le Sénat défère le gouvernement provisoire de la France à son arrière royal, Monseigneur le comte d'Artois, sous le titre, enfin, de lieutenant général du royaume. Et ajoute, en attendant, lui, Stanislas Xavier, appelé au trône des Français, ayant accepté la charte constitutionnelle. Le Sénat arrête que le décret du 14 avril se présentera le soir. Le Sénat se présentera le soir à son Altesse royale. À la lecture de ce texte, le prince, pourtant si bienveillant, a vu rouge. Que veulent ces gens-là, dit-il dans un premier mot. Je ne veux pas les recevoir, je ne les recevrai pas. Puis en prince intelligent et pondéré, il réfléchit. Il était utopique. Il fallait les recevoir tels qu'ils étaient et faire de son mieux, même si la réalité était désagréable. Les sénateurs se présentèrent donc aux Tuileries à 8 heures. Au nom de ce titre, Talleyrand, dans un discours très habile, mais d'une fermeté sans équivoque, voilait sous des formes respectueuses le dictat. Le prince répondit très habilement et avec dignité, et avec une dignité de ton qui surprit l'assistance, y compris Talleyrand, qu'il n'avait pas, et ça c'est extrêmement important, qu'il n'avait pas reçu de son frère le pouvoir d'accepter la Constitution, mais que, connaissant ses sentiments et ses principes, il ne craignait pas de désavouer en assurant au nom du roi que celui-ci en admettrait les bases. Ça n'est pas du tout ce qu'attendaient les sénateurs. Ça n'est pas parler pour ne rien dire, mais c'est parler pour ne pas s'engager. Ayant énuméré les garanties incluses dans la Constitution, il interrompit avec son aisance habituelle le côté officiel de la cérémonie, trouva quelques mots aimables, s'entretinrent librement avec les membres de l'Assemblée complètement subjugués, et tout se passa très bien. Son succès fut réel, et son succès fut égal avec le corps législatif qu'il reçut un moment après, ayant l'habileté de les féliciter de leur courageuse opposition à la tyrannie. Contrairement à ce que pensait Talleyrand, il avait trouvé un prince qui avait su faire reconnaître sa dignité sans rien briser, mais sans rien promettre. Le lendemain, le gouvernement provisoire remettait sa démission entre les mains du comte d'Artois, qui insista absolument pour que M. de Vitrolles ait le titre de secrétaire d'État. Ça ne plaisait pas beaucoup à Talleyrand, mais il dut s'incliner. Talleyrand présenta au comte d'Artois le conseil, notamment les maréchaux d'Empire Moncey, Oudinot, le général de Solles, commandant de la garde nationale. Les ministres furent conservés. Le comte d'Artois n'est pas un monsieur qui veut innover a priori. Il y a là des ministres, ils sont ce qu'ils sont, son père n'est pas là, il gouvernera 19 jours avec eux. Il écouta les conseils qui lui étaient donnés, ce qui prouve d'ailleurs de l'humilité et par conséquent de l'intelligence. Et devant l'approbation unanime du Conseil, il pria Talleyrand de signer l'amnistie. L'armistice du 23 avril, qui évidemment ne fit pas grand plaisir à l'armée, car avait en contrepartie, les troupes françaises devaient évacuer dans des délais prévus des territoires situés au-delà de ses frontières, abandonnant souvent un matériel important. Cette grande de l'armée s'essipera après la folle et désastreuse équipée des 100 jours,
les nouvelles conditions étaient autrement graves. Cependant, le public de Paris accueillit avec joie l'armistice. Le comte d'Artois, et ça il faut le redire, alors que les Tuileries ne désemplissaient pas de quémandeurs de toutes sortes, émigrés, anciens de l'armée de Condé, chouans authentiques ou pas, il ne se laissa pas influencer. Il écouta ce que lui dit le baron Louis. Le baron Louis est loin d'être un saint, hélas. C'est un excellent ministre des Finances. Or, le comte d'Artois, ça correspond à sa spontanéité, avait promis de supprimer les impôts réunis, c'est-à-dire les impôts sur le tabac et la boisson. Et le baron Louis comprend dans son Altesse que la situation était telle qu'on ne pouvait pas se permettre ce luxe. Et bien le comte d'Artois accepta de revenir sur une promesse, puisqu'il était de l'intérêt du pays que cet argent rentra. Lorsqu'on se rappelle les excès semblants de l'épuration, on ne peut que se réjouir de l'esprit dans lequel le comte d'Artois avait conçu sa fonction. Il fut, comme je disais, plus sensible au Conseil des ministres qu'aux solliciteurs. Or, on ne peut pas, comme je disais, être modeste sans être intelligent. Il appréciait les qualités de son frère. Il voulait accomplir la tâche délicate dont il était chargé, mais ne pas la dépasser. Jacques Vivant, qui m'a beaucoup servi dans ce travail, écrit « Il a merveilleusement frayé la route à Louis XVIII. Son prestige, son affabilité, sa bonté naturelle ont conquis en quelques jours bien des cœurs et réveillé bien des sentiments d'affection dont le roi va recueillir après lui les marques. Il faut dire d'ailleurs que le roi Louis XVIII, qui est très ombrageux, ne tiendra pas compte du service rendu, ce qui fera une très grande peine au comte d'Artois. Il nous semble nécessaire de rappeler ici, avant d'en venir à l'arrivée du roi et au congrès de Vienne, d'évoquer la situation. Les prisonniers rentraient par dizaines de milliers. 400 000 hommes étaient dans les casernes. Il y avait 80 000 déserteurs. Il fallait rétablir la paix. On a vu comment le comte d'Artois s'y est employé. Mais imagine-t-on le nombre de ponts détruits, le nombre de villes incendiées à remettre en état? La question qui se pose est celle-ci: où trouver l'argent? Il faut noter, entre autres, qu'au traité de Paris, la France, qui était plus grande qu'à la Révolution, retrouvait 700 000 habitants de plus. Il fallait combattre les prétentions de la Prusse, qui réclamait tout simplement 170 millions hors de contribution. Il fallait faire en sorte que les armées coalisées ne redemandent pas toutes les œuvres d'art que Napoléon avait pillées dans toute l'Europe. Heureusement, ils n'ont pas demandé. Mais par sa politique de conquête, Napoléon a fait naître une nationalité, de laquelle naîtront le pan-germanisme, dont la France aura à souffrir jusqu'en 1940. Voici ce que dit Maître Becca dans son ouvrage remarquable qui s'appelle Napoléon et le destin de l'Europe. Évidemment, tout le monde n'est pas M. André Casselot, sans méchanceté je dis cela, mais le Maître Becca est d'une autre qualité, n'est-ce pas? Il ne raconte pas fait d'histoire. Napoléon, il dit donc qu'aucun gouvernement ne fut aux prises avec plus de difficultés que la Restauration. Comment la France en tira-t-elle de tout cela? Il faut bien reconnaître, comme nous le faisons dans notre livre, que Louis XVIII était malheureusement libéral. Mais il faut cependant reconnaître aussi, objectivement, ses qualités. Et c'est pourquoi nous avons voulu, ceci n'apparaît pas dans notre livre, nous avons voulu vous lire ce passage que nous avons trouvé dans un ouvrage de notre ami Albert Garot,
et qui raconte l'arrivée du roi. Louis XVIII est un homme du XVIIIe, pas du tout mystique. Et bien cependant, il va faire un acte de souverain. Lors de son débarquement en France le 26 avril, entre parenthèses, dans la fête de Notre-Dame du Bon Conseil, il prit soin de renouer solennellement, et sa personne ne le dit, la tradition mariale. La cathédrale de Boulogne est détruite. C'est à l'église paroissiale de la ville qu'il se fait conduire en grande pompe pour rendre hommage à la Vierge suzeraine des rois de France. Depuis Lyon, il est reçu par l'évêque d'Arras, entouré de son clergé et d'un garde d'honneur, une garde d'honneur. La duchesse d'Angoulême, le prince de Condé, le duc de Bourbon l'accompagnent. Un dais est dressé face à l'église. Et là, Louis XVIII, en plein air, devant une foule immense, le roi rend ses actions de grâce à la Vierge qui l'accueille dans son royaume. Le peuple entonne ensuite l'antienne Domine Salvum Fac Regem. La municipalité de Boulogne rétablit la fête du 25 avril Saint-Marc où la Vierge est portée en procession par la ville, coutume qui sera bien sûr interrompue par la Révolution de juillet. Un prêtre boulonnais dont il faut nommer le nom, l'abbé Affring, avait acheté l'emplacement de l'ancienne cathédrale et dès 1820 décidé de la reconstruire. Il réunit à force de patience les sommes nécessaires et le 27 mai 1827, le 1er mai 1827, posait la première pierre du dôme projeté pour la nouvelle église. Le 8 septembre 1829, le roi est encore là, il put célébrer la première messe dans la chapelle de la Vierge. La Révolution de juillet fit enlever les images de la Vierge qui surmontaient à Boulogne les portes des Dunes et de Calais et rayer la devise Urbis honor et salus. Mais les travaux de la cathédrale se continuent. Il faut même parler de cela, parce que personne ne parle de cet acte de dévotion de Louis XVIII vis-à-vis de Notre-Dame de France. Talleyrand, il reçut d'abord, en arrivant à Paris, enfin aux environs de Paris, des sénateurs avec lesquels le roi, qui était très imposant, le roi était très déformé, très mal, avait des jambes affreuses, mais il avait un très beau visage, il avait beaucoup d'allure. Et aux sénateurs, qui étaient tout à fait impressionnés en se voyant en campagne, il resta très évasif. Il reçut Talleyrand. Alors là, les historiens ne sont pas d'accord. Certains disent qu'il aurait prononcé ceci: que de choses, monsieur, depuis 20 ans, et d'autres, asseyez-vous et causez. Le roi ne jetait pas la monarchie parlementaire, mais il entendait être reconnu comme roi. Informé de l'attitude du roi, Alexandre Ier, autocrate chez lui et libéral chez les autres, accourut à Compiègne en pensant faire une bouchée du gros Louis. Il en fut tout autrement. Il fut proprement mouché par le roi de France. Tout à fait conscient d'être l'aîné de tous les rois et de la plus belle façon. Il n'avait plus devant lui le nerveux et coléreux et brillant parvenu qu'était Napoléon. Il avait devant lui la majesté royale. Il fut intimidé. Il l'empereur de toutes les Russies, devant la froideur tranquille et la supériorité du roi. Il eut cependant l'audace, pour ne pas dire en m'enfoncer le culot, de dire au roi qu'il fallait qu'il renonce au mythe du droit divin et accepter l'investiture de la nation et ne pas dater son règne de la mort de Louis XVII. C'était bien mal connaître le roi, qui n'était pas mystique, mais qui avait une très haute idée de sa chance. Le roi, aussi noble visage, sans se déconcer, répondit ceci: le Sénat n'a aucune qualité de disposer de la couronne de France. Que les droits appelés divins, en raison de l'aspect religieux de l'ancienne monarchie, n'étaient autres que les lois fondamentales et tutélaires du pays. La loi de succession au trône, cette loi avait donné 800 ans de glorieuse existence, et c'était par elle que depuis la mort de Louis XVII, il était roi de France. L'empereur n'en revenait pas. D'autant plus que le roi ajouta tout uniment: si mon droit au trône n'était pas tout entier dans ce droit, dans cette loi, quel serait mon droit pour y prétendre? Que suis-je hors de ce droit? Un vieillard infirme, un malheureux proscrit, réduit à mendier loin de sa patrie, un asile et du pain. Ce vieillard proscrit était le roi. Ce qui a suffi pour que la nation, enfin éclairée sur ses intérêts, me rappela au trône de mes pères. J'y reviens à savoir, mais je reviens roi de France. Parole splendide, on pourra dire tout ce qu'on veut du 18, Dieu sait si on a écrit
des bibliothèques sur Louis XVIII. Parole splendide qui laissait l'empereur de Russie, le roi devait penser, le petit Romanov, bouche bée. Et il ajouta qu'il tiendrait les engagements de son frère, qui, comme nous l'avons vu précisément, n'en avait pas pris. Mais à 3 conditions. Il conserverait le titre de roi de France et de Navarre. Il ferait remonter son règne à la mort de son neveu. Il ne recevrait pas la constitution des mains du Sénat, il la donnerait. Alexandre n'insista pas, il lui demanda seulement, avec beaucoup de déférence, qu'il voulût bien entrer, avant d'entrer en Paris, faire une déclaration. Là, je pense que tout vrai français devait s'arrêter une seconde. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la charte, qui est certes très imparfaite. Mais la politique, c'est l'art du possible. On ne peut pas ne pas admirer la majesté du roi, son à-propos, sa fermeté. Sans cette attitude, la monarchie ne pouvait pas se rétablir. Je n'ai pas vous lire toute la charte, et vous trouvez dans mon livre tout cela, je vais simplement vous lire quelques passages qui sont significatifs. Lui, ça commence par lui, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous ceux que ses présents verront, salut. Et là, le préambule est très important, il sera tellement important qu'en 30, on va le supprimer. Nous avons considéré, dit le roi, que bien que l'autorité royale résidant en France en la personne du roi, tout entière, nos prédécesseurs n'avaient pas hésité à en modifier l'exercice. Autre part, il dit, en même temps que nous connaissons une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver pour leur propre intérêt les droits et les prérogatives de notre couronne. Ça se poursuit assez longuement. Et à un moment, il dit ceci. En cherchant ainsi à renouer les chaînes des temps que de funestes écarts avaient interrompus, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, les mots qui les ont affligés. Nous verrons combien cette phrase est importante. Par ailleurs, si le roi, étant donné que les religions protestantes et autres sont installées, il ne peut pas les détruire, cependant il maintient, il le veut absolument, à l'opposé du premier concordat de Napoléon, où la religion catholique était simplement la religion du plus grand nombre des Français. La religion catholique, là, cependant la religion catholique, apostolique et romaine est religion de l'État. Il termine la charte par ces mots, donnés à Paris, le 4 juin de l'an de grâce 1814, de notre règne le 19e. Réalisons suffisamment ce que signifie le 19e. Nous n'avons pas ici à nous discuter indéfiniment sur Louis XVII, ce n'est pas l'objet de cette conférence. Ce qui veut dire, ça veut dire que depuis la mort officielle du dauphin, la France a vécu 19 années d'aventure loin de son légitime époux qu'elle roi. La France a vécu comme entre parenthèses les années révolutionnaires et napoléoniennes. La charte, le roi ne la sort pas, mais la donne. Et nous arrivons, certains auteurs prétendent que le roi a eu des maladresses, bien sûr, on peut toujours avoir des maladresses, notamment celle de reformer la maison du roi, mais il va être pendant extrêmement habile et extrêmement bien servi cette fois par Talleyrand au congrès de Vienne. Talleyrand est un personnage sans aucun scrupule, nous le connaissons bien, mais qui a grande allure, qui est très grand seigneur. Et alors il arrive au congrès de Vienne, et Metternich donne lecture du protocole qui a été adopté par les puissants alliés. Avec autant de présence d'esprit que de dignité, comme le rappelle Pierre Becca, il l'interrompt en disant « Et les alliés, contre qui? Est-ce contre Napoléon? Il est l'île d'Elbe. Est-ce contre le roi de France? Il est garant comme vous de la durée de cette paix. S'il y a des puissances alliées, je suis trop ici. » Devant l'énergie du prince de Talleyrand, on biffa, on supprima le mot allié, troupes alliées. Et j'ajouterai ceci, car je m'en souviens,
comme il était l'aîné, il s'arrangea toujours pour arriver un tout petit peu en retard au service, afin que tout le monde restât debout et qu'on puisse s'asseoir seulement quand il était. C'est tout Talleyrand, c'est tout le diable boite. Et il ajouta ceci, pour l'instant. Je suis peut-être le seul ici qui ne demande rien, de grands égards. C'est ce que je veux pour la. Hélas, hélas. Le 5 mars arrivait comme un coup de foudre la nouvelle que dans la nuit du 26 février, Napoléon avait disparu d'Île d'Elbe. Ce qui est une véritable catastrophe nationale. Le roi, je ne parle pas ici de la trahison de l'armée, ce serait trop long, le roi refusa l'hospitalité intéressée du prince d'Orange. Il préféra se réfugier à Gand, où il fut reçu avec beaucoup d'honneur, et il faut d'ailleurs dire, pour l'honneur des Français, que les princes reçurent sur le chemin de très grandes marques de respect et même d'affection. Napoléon semble comme tout surpris, comme fait le marquer si justement Maître Becca, que la France ait pu vivre sans lui. Mais oui, il avait vécu, l'enfant. Et le voilà qui est forcé d'ajouter les actes additionnels aux constitutions de l'Empire, ce qui ne lui fait pas très plaisir du tout. Il les confie à quelqu'un qui déteste Benjamin Constant, puis il préside la cérémonie assez ridicule du Champ de Mars, où Napoléon oublie qu'il n'est plus très jeune et que les plumes et les parements ne vont pas très bien à l'homme de son âge, et de sa grosseur, qu'elle a beaucoup grossi. Les conséquences de la défaite sont absolument désastreuses. Mais avant d'en venir au retour du roi, je voudrais profiter d'un passage, cité dans mon livre et cité dans d'autres ouvrages, d'un entretien du comte Beuguenaud avec le comte d'Artois. Le comte Beuguenaud n'est pas un chef d'État, c'est un grand commis, un homme de grande expérience, qui a notamment gouverné le grand-duché de Bergue. Il faisait partie de la confédération du Rhin et dont la capitale était Düsseldorf. Or, il eut un entretien avec le comte d'Artois. Dans un entretien que Beuguenaud eut avec monsieur, le prince lui dit « Vous avez appliqué votre système, vous disposiez de toutes les forces du gouvernement et vous n'avez pas su vous défendre. Convenez qu'un système différent n'aurait pas fait pire et qu'il n'ait pas démontré qu'il n'eût pas fait mieux. » Beuguenaud, et c'est très important, ajoute les lignes suivantes. Ceux qui n'ont pas traité d'affaires avec monsieur, c'est-à-dire aussi avec Charles X, accusent à tout propos le peu de capacité qu'il y apporte, ses vues étroites, son opiniâtreté. Rien à la rigueur n'est vrai dans ses reproches. Monseigneur apporte aux affaires de l'intelligence, une forte application. Il faut bien reconnaître qu'il tient aux principes dans lesquels il a été élevé. Mais son attachement se fonde sur la conviction plutôt que sur des préjugés. Et l'on aperçoit à la manière dont il se défend, il ne manque pas de dextérité dans le raisonnement, et pour peu qu'on lui en donne l'avantage, il saisit à l'instant, tout cela recouvert d'une extrême bonne foi, et il n'y a pas, ajoute le comte Beuguenaud, une conscience plus pure que la sienne. Cette appréciation est extrêmement importante. Nous sommes très loin du roi bête, obstiné. Et c'est pourquoi nous voulions là-dedans. Après l'acte d'abdication de Napoléon, qui est du 23 juin, pour déjouer toute manœuvre, le roi Louis XVIII passe la frontière le 24 de Cambrai, où personne ne lui demande rien, où les troupes du coup alliées sont devenues des troupes ennemies, n'est-ce pas? Où il arrivera le 28, il adressera sans soucier de ce que pensent les alliés redevenus les ennemis de la France, car les Français sont quand même légers, n'est-ce pas? Ils ont crié vive le roi en quelques mois, vive l'empereur et vive le roi. Il faut savoir ce qu'on veut dans les Jacques Court me placer une fois de plus entre les Alliés et les Français. Il était à Paris le 8 juillet, reçu comme nous allons le voir en écoutant ce grand historien qu'est Maître Becca, en plus de l'excellent ami que je trouve en lui. Aussitôt après Waterloo, tandis que Napoléon méditait sur sa renommée,
et la meilleure façon d'établir la meilleure façon d'établir un million d'hommes venus, sa renommée est la meilleure façon d'établir un million d'hommes venus de tous les coins de l'Europe et d'Asie déferlait sur la France. Voilà les réalités. Un étranger décrit ainsi le centre de Paris. En même temps que les Allemands circulaient les Russes, les Asiatiques venus de la Grande Muraille de Chine, des bords de la mer Caspienne, de ceux de la mer Noire, des Cosaques avec des peaux de mouton, de longues lances, leurs barbes rousses et soufrées, des Mameluks, des Tartares, remarquables à leur nez plat, des Sibériens, armés d'arcs et de flèches, des Circassiens. Et la description se poursuit. Une idée de la plus fantastique invasion de tous les temps. Cependant, pour Sibeka, dans ce désarroi des choses et des esprits, les besogneuses armées de l'Europe poursuivent leur impitoyable avance. L'occupation fait Tâcheville, gagnait progressivement tous les points du territoire français. Les Prussiens coupaient la Normandie, le Maine, l'Anjou et la Bretagne. Nous ne verrons pas entièrement la Bretagne, heureusement pour les Morbihanais. L'Île-de-France, la Champagne, la Lorraine, les Anglais et les Hollandais, les Belges, la Picardie. C'étaient les Prussiens qui ascendaient les fermes, arrachaient les arbres fruitiers, chassaient les paysans. À telle enseigne que l'ambassadeur de Russie, Pozo di Borgo, qui nous a beaucoup servi, qui était l'ennemi acharné de Napoléon, il y avait une vendetta entre les deux familles, s'en plaignait en ces termes. Les généraux prussiens montrent une dureté qui va jusqu'à la vengeance. Ils font sentir leur joug au-delà de ce que la prudence exige. Ils abusent de leur victoire. Le dénombrement de la France, l'exploitation, la rapine, tous les excès de fureur et les abus de la force se développent journellement d'une manière effrayante. Et devant de telles autorités et des plaintes étaient adressées au général Bleucher, il s'écriait « Ce n'est pas assez, il faut faire encore davantage ». Telle était la situation de la France autour de Louis XVIII. Paris réserva un accueil délirant, comme il n'en sera sans doute jamais vu, et comme il s'en verra peut-être jamais plus. Le peuple se rendant enfin compte qu'il était l'unique espoir et le seul à pouvoir tenter quelque chose en faveur de la France anéantie, cet accueil d'ailleurs fut tellement impressionnant qu'il impressionna les alliés eux-mêmes. Un auteur, je me trompe, je cite ça de mémoire, va jusqu'à dire qu'avant d'arriver aux Tuileries, des hommes détachaient la calèche royale et la traînèrent eux-mêmes. Le roi se trouvait dans une situation inextricable. En présence d'actes de vandalisme qui se perpétuaient, devait à tout moment parer au plus pressé. Il apprenait que le pont d'Iéna allait sauter. Il y va en carrosse. Vous pouvez me tuer en même temps, leur dit-il. Mais vous n'effacez pas. Ce que vous n'effacez pas, c'est les siècles inscrits sur mon front. Et les Teutons n'osèrent pas insister. Quand lui fut communiqué le projet de démembrement de la France, le roi Louis XVIII s'effondra dans une véritable crise de larmes. Puis reprenant courage, il alla s'humilier chez l'empereur le tsar de Russie. Je croyais, commença-t-il, que vous me laisseriez un royaume. En se référant à ce droit dynastique, il déclina la couronne qu'il ne pouvait pas accepter dans ces conditions. Et la discussion commença sur le tracé déterminant les territoires que les Alliés avaient pris la décision d'arracher à la France, projet de dénombrement établi depuis Waterloo. Une nouvelle frontière établie par les Alliés enlevait à la France toute l'Alsace, la plus grande partie de la Lorraine, la Sarre, les trois évêchés, Metz, Toul et Verdun, Stenay, Mézières, Givet, puis la totalité du Hainaut et de la France jusqu'à la mer. C'était l'effondrement. Pour mieux aboutir, Louis XVIII ne pouvait plus recourir à Talleyrand qui a été brûlé au congrès de Vienne. Il fit appel, avec son discernement habituel, à un Français, ami d'Alexandre, libéral sans doute, mais très intelligent et très un homme de grande valeur, qui était Luc de Richelieu, qui avait été gouverneur d'Odessa et de l'Ukraine. La tâche était si ardue que cet homme de mérite n'accepta le rôle de ministre des Relations extérieures que pour tenter de sauver l'unité du royaume. Louis XVIII fut également aidé par un autre Français, Pozo di Borgo, ambassadeur de France, qui sut convaincre le tsar, il détestait tellement Napoléon, qu'il importait pour l'harmonie de l'Europe que les Bourbons ne soient pas anéantis. Finalement, après des heures effrayantes,
la France évita le démembrement. Mais le second traité de Paris du 20 novembre 1815, elle se retrouvait plus petite qu'à la veille de la Révolution. Et pour sauvegarder et pour la sauvegarde et la sécurité de l'Europe, elle se vit imposer une frontière ouverte aux invasions. Elle perdait Bouillon, Philippeville, Marienbourg, français depuis le 14, et c'était aux Pays-Bas. Landau était attribué à la Bavière, une partie du pays de Gex. Le Vernois, Preugny, le Grand Saxonnais passaient à la Confédération helvétique. Chambéry revenait, Annecy revenait roi de Sardaigne, enfin la Sarre, et la Prusse trouverait Sarre-lui. Seule l'intervention d'Alexandre et la ténacité du roi Richelieu empêcha l'Alsace et la Lorraine de quitter le royaume. Quant aux clauses financières, elles étaient si draconiennes qu'on les qualifia un chef-d'œuvre de destruction. Le seul montant des réparations s'élevait à 1,6 milliard de francs or. Et les Prussiens revenaient sans cesse sur leur compte pour allonger la note. Ce fut qu'après 3 ans de discussion, que le montant de réparation se trouve ramené à 240 millions, chiffre énorme encore pour l'époque, et la durée de l'occupation, qui avait d'abord été prévue pour 7 ans, fut ramenée à 5, et elle se termina au bout de 3 ans à la conférence d'Aix-la-Chapelle. On imagine vraiment le travail considérable fait par Louis XVIII et par son ministre. Dans le protocole de Colurès, cette effroyable période, les souverains d'Europe proposaient au roi de France d'unir désormais ses conseils et ses efforts au leur. Dans toute la France, comme à Paris, ce fut une explosion de joie. Les gens sortaient dans la rue, s'embrassaient sans se connaître. Le gouvernement, cependant, la tâche n'avait pas été félicitée par le Parlement et par les journaux qui commençaient à naître. Louis XVIII avait retrouvé une France ruinée, prête à être partagée à sa mort, il la laissait prospère. C'est ce que dit Maître Becca. Il a raison et il a tort. C'est vrai qu'il reste une France prospère. Mais il laisse aussi une France abîmée, nous allons voir comment. Mais avant d'en venir, citons tout de même le socialiste Proudhon. Quand il vient à cette période, au lendemain du traité de 1815, il dit simplement ceci. Les Bourbons se remirent patiemment à leur tâche et reprit l'œuvre séculaire de rassemblement des terres de la patrie. Je précise que, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, que si toute la France était envahie, grâce au général de Sauve, au Pontbriand et d'autres généraux, la Bretagne, et notamment le Morbihan, resta fidèle au roi de France, et quand les Allemands vinrent demander capitulation, on aurait répondu on n'a pas capitulé, on n'a jamais quitté le roi. À telle enseigne que les ports de Brest et d'Orient échappèrent tout à fait à l'ennemi. On peut dire que véritablement, Dieu aidant, Louis XVIII a sauvé la France des fureurs dévastatrices des Alliés. Ayant rendu, je crois, au roi l'hommage qu'il méritait, il ne s'ensuit pas que les 9 années du règne du roi soient sans ombre. Bien sûr, il a su rendre à l'armée française sa fierté, il va permettre de rétablir le roi Ferdinand sur son trône, mais sa vie personnelle n'est pas sans ombre. Nous regrettons la liaison du vieillard avec la belle et intrigante Zoé Talon, Madame de Quella. Nous disons d'un mot, pour ne pas accabler le roi, ce que nous pensons. Le roi n'avait pas toujours les mains dans les poches, et la comtesse de Quella était très jolie femme. Et puis d'ailleurs, il y a aussi ce vieil adage qui est toujours vrai, qui se ressemble, ça sent. C'est ainsi que le roi de France va attacher à sa personne et combler d'honneur le petit Robin de Libourne qui s'appelle Élie de Cave. Certains auteurs ont prétendu que le 18 était franc-maçon, je ne le crois pas du tout. Mais il est tout à fait exact qu'il a été influencé par un haut maçon qui était Élie de Cave, dont il fera un préfet de police, et plus tard un ministre de l'Intérieur, et après le départ de Richelieu, son premier ministre. L'homme est intelligent, flatteur,
j'avoue que les lettres qu'écrit le roi quotidiennement à Decazes sont pénibles à lire. C'est toujours mon cher enfant, mon enfant chéri, à la fin des fins, ça est assez agaçant. Et en définitive, il avait, je ne le dis pas dans mon livre, je dis l'essentiel, mais je vous le dis maintenant, il avait deux fonctions, Decazes, deux fonctions que la maçonnerie lui avait données. Faire dissoudre en 1816 la chambre introuvable, royaliste, sûre pour le trône, pour faire nommer une chambre plus à gauche, et pouvoir en 1818 faire capoter le projet de ce qu'on a appelé le Concordat de 17, qui n'a pas pu passer à cause de ça. Voilà l'action de M. Decazes. Le comte d'Artois, qui avait vu très clair tout de suite, n'attendait qu'un moment pour faire envoyer Decazes. Le moment arriva douloureusement. C'est l'assassinat de son fils, duc de Berry, le 20 février, par Louvel. Alors là, monsieur n'hésita pas, imposa au roi ainsi que madame la duchesse d'Angoulême le départ de Decazes. La santé du roi décline. La duchesse d'Angoulême, qui se sort toujours des missions embêtantes, va trouver madame de Quella et obtint que le roi mit ses affaires en ordre. Il faut dire honnêtement qu'il s'est confessé 2 fois, qu'il a reçu le Seigneur avec révérence, qu'il a fait venir le Saint-Viatique de la chapelle de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Il est mort le 15 décembre, le 15 septembre, enfin il est mort de 16. Et il y a une chose assez touchante, malgré tous ses défauts, le roi apprend qu'on prie pour lui. Et comme il est un homme du 18e, il ne veut pas s'émouvoir. Alors il dit simplement cette phrase charmante: j'ai donc fait quelque bien. Vers 18h, le roi saisit le crucifix et c'est tout. Du 18 avait procédé en 1819 au renouvellement de ce que nous appelons la chambre introuvable. C'est d'ailleurs un peu vite dit, car en fait, c'est ce qui restait de la chambre introuvable. Elle fut extrêmement significative. Sur 56 sièges, la gauche en obtint 35. Et on vit réapparaître l'abbé Grégoire. Et quand le comte d'Artois dit à son frère: voyez mon frère, où l'on vous conduit? Le roi gêné lui répondit: oui mon frère, j'y pourvoyais. Sa manière d'y pourvoir absolument inouïe va être de rappeler Decazes. Par conséquent, le roi a laissé la France prospère, mais il a laissé la France avec l'abominable ver du libéralisme qui la ronge déjà. Et c'est pourquoi nous devons ne pas suivre l'ordre chronologique des choses et voir ce que disent les journaux. En 1830, le Globe dit ceci à propos de Charles X: lorsque nous avons étourdi ce monarque imbécile de protestations d'amour, lorsque nous couvrions pour lui nos routes d'arcs de triomphe, lorsque le poète chantait ses louanges, tout ça n'était que fin. En 1836, l'année de sa mort, le même journal affirme: nous avons pris les armes contre les principes odieux de la légitimité de droit divin, contre l'abandon, et comme c'est significatif, des dogmes de 89. Par conséquent, Charles X était le prince qui empêchait que ces dogmes se maintiennent, contre le bon symbole des intérêts anciens jetés sans droit dans la société. Et le national va alors beaucoup plus loin, et il explique ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre, c'est-à-dire l'opposition systématique d'une certaine presse et d'un parlement au roi Charles X. Quoi qu'il fasse, contre le gouvernement des Bourbons, écrit le National en 1836, il n'y avait pour les cœurs indépendants, c'est-à-dire pour l'opposition de gauche, qu'une seule attitude, et c'est l'hostilité. Toute la politique, pour les journaux comme pour l'opposition dans la Chambre, consistait toujours à vouloir ce qu'ils ne voulaient pas, à combattre ce qu'ils demandaient, à repousser tout bienfait offert par lui comme cachant une trahison secrète, en un mot à lui rendre tout gouvernement impossible, afin qu'il tombât, et c'est par là qu'il est tombé. Le roi aura donc raison de déclarer en 1830: on en veut à la monarchie. Le roi Charles X, comme je le démontre, j'essaye de le démontrer dans mon ouvrage, j'ai voulu le faire avant précisément ce sinistre anniversaire de l'année prochaine, avait une très haute et très chrétienne idée de sa fonction royale. D'où le sac de Reims
le 29 mai 1825, d'où l'attouchement des écrouelles, d'où la libération sur le plan de l'honneur français de la Grèce, soumis aux Turcs à ce moment-là par la victoire de Navarin en 1828, d'où la conquête d'Alger, auquel le roi travailla personnellement. Le baron Berge, avec lequel j'ai quelques liens, le baron Berge dit carrément le roi assistait aux séances, prévoyait tout. Et la prise d'Alger va être sûrement la cause de son départ. Et pour ça, il faut revenir aux Anglais, qui ne vont pas par quatre chemins. Il faut dire qu'aussi, on n'a pas été à quatre chemins pour le dire ce qu'on pensait d'eux. Parce que le baron d'Auxerre, qui était ministre de la Marine, eut à souffrir des présentations de l'ambassadeur en Angleterre. Il lui répondit ceci: Milord, je n'ai jamais souffert que vis-à-vis de moi un simple individu ont pris un ton de menace. Je ne souffrirai pas davantage qu'on se le permette vis-à-vis du gouvernement dont je suis membre. Je vous ai dit que je ne voulais pas traiter d'affaires diplomatiques. Vous en trouvez la preuve dans les termes que je vais employer. La France se fout de l'Angleterre. Et quant au roi Charles X, il va avoir une parole digne du grand roi, car l'ambassadeur va avoir le culot en pleine cour de tracasser le roi. Le roi le regarde et lui dit simplement: monsieur, ceci. Monsieur l'ambassadeur, tout ce que je puis faire pour votre gouvernement, c'est de ne pas avoir écouté ce que je viens d'entendre. Il ne restait plus qu'à faire 3 révérences de cour, ce qui, par parenthèse, n'était pas du tout commode, parce qu'il fallait faire arculant dans les révérences de cour et qu'il y avait toujours une potiche qui se trouvait mal placée au bout des révérences. C'est un autre problème. L'Angleterre était tellement mécontente, et ça, il faut le dire, c'est que Lord Hamilton Gordon déclare ceci. Ce n'est pas moi qui l'invente. Jamais, il n'est pas dit, quelquefois il est dit jamais, la France, sous la République et sous l'Empire, te donne à l'Angleterre de sujets de plaintes aussi vives qu'aujourd'hui. Et de grands historiens, Garnier notamment, qui a fait dans la collection Arte Paillard un livre bon, comme peut être bon un livre d'un libéral, mais c'est quand même un livre sérieux, il va jusqu'à prétendre, et c'est pas n'importe qui, que les fonds secrets anglais ont joué et ont été versés pour la révolution de Juillet. Il faut tout de même dire un mot des ordonnances. Il faut dire un mot des ordonnances. Parmi ceux que nous avons consultés, il y a toujours notre ami Maître Becca, qui a bien voulu nous accorder un entretien. Il résulte ceci. Charles X s'est trouvé dans une situation telle que la campagne d'Alger, quand on pense que les journaux donnaient la position des troupes, leur armement, c'est inimaginable. Dans une situation telle que la campagne d'Algérie était compromise par les indiscrétions de la presse libérale donnant des détails sur l'armement et la position des troupes de façon inacceptable. Après les journées de juillet, il croit que Louis XVIII va prendre des décisions extrêmement graves, extrêmement rigoureuses pour qu'on n'injurie pas lui, mais il ne pourra pas museler une presse à qui il doit le pouvoir. Après les journées de juillet, la presse continuera dans le même sens, à telle enseigne qu'Abdelkader, qui prendra les armes en 1832, lors de sa capitulation en 1847, alors qu'on lui demandait comment il avait su certains renseignements sur les mouvements des troupes, répondit tout simplement: je reçois régulièrement le journal des débats. Le roi n'était pas ami des banquiers, non, il était des amis de son peuple et pas des banquiers. Mais avant d'en venir, car leur tourne, avant d'en venir au dernier passage de ce discours, de cette conférence qui, j'espère, ne vous a pas ennuyé, il faut tout de même revenir, nous, qui sommes français et parisiens, à cette chapelle toute proche d'ici, qui est la chapelle de la médaille miraculeuse. Or, il y a 2 choses dans la médaille miraculeuse. Il y a la grande apparition de novembre 1830, dans laquelle la Sainte Vierge donne tous les détails sur la médaille. Mais il y a aussi l'apparition précédente, celle de la nuit du 19 au 18 juillet 1830.
dans laquelle la Sainte Vierge dit textuellement ceci: le trône sera renversé, et elle le dit avec une infinie tristesse. Le trône sera renversé. Le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. La Sainte Vierge avait l'air très peinée, dit la voyante, en disant cela. Mais venez au pied de cet autel, les grâces y sont répandues. Et il y a une autre chose, et je cite là l'abbé Laurentin. Je suis loin d'être d'accord avec l'abbé Laurentin, mais quand l'abbé Laurentin dit les choses justes, il dit des choses justes. Il a fait un ouvrage excellent sur la rue du Bac, dont vous avez retrouvé le nom que tout le monde connaît. C'est assez dire à quel point la Sainte Vierge prend part à, comment dirais-je, comprend et veut faire comprendre l'importance de la situation. Mais il y a encore une chose, il y a encore un autre fait que l'abbé Laurentin révèle. Sainte Catherine Labouré, le jour de la Sainte Trinité, qui était d'ailleurs l'anniversaire du sacre du roi, dit ceci: le Seigneur m'a paru comme roi, avec la croix sur la poitrine pendant la messe. Au moment de l'évangile, dans lequel, entre parenthèses, notre Seigneur rappelle, selon saint Matthieu 28, 18, 20, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, il me sembla que notre Seigneur était dépouillé de ses ornements, que tout coula à terre, il me sembla que la croix coulait sous les pieds du Seigneur. C'est là que j'ai eu les pensées les plus noires et les plus tristes. C'est là que j'ai pensé que le roi de la terre, le roi de France, serait perdu et dépouillé de ses ornements royaux. Cette vision, pour nous, Français, est hautement symbolique. Jeanne d'Arc, ce n'est pas simplement une patriote, c'est autre chose que ça. Quand on veut chercher une patriote, on parle de Jeanne d'Achète. Jeanne d'Arc, c'est un mystère. Jeanne d'Arc a une mission surnaturelle, qui a comme 3 volets d'un triptyque. D'abord, rassurer le dauphin de sa naissance royale. Et le pauvre dauphin avait bien des raisons d'en douter, conformément au droit royal français de primogéniture. Ensuite, délivrer d'Orléans d'ennemis. Enfin, conduire le dauphin à Reims pour qu'il reçoive son saint et digne sacre. Mais ces 3 actes ne prennent leur entière signification quand Sainte Jeanne rappelle au roi Charles que le vrai roi de France, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il n'a, lui, que Monseigneur Charles n'a que le royaume en commande. Il n'est que le lieutenant de Messire Dieu. La révolution de 1830 dépouille en effet et d'abord notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lui, de grands malheurs à défendre sur la France. L'esprit révolutionnaire est des émeutiers libéraux et non seulement anti-monarchiques, des anti-religieux. Et quant au personnel dirigeant, il sera antisocial. Ainsi, le 14 février 1831, les légitimistes célébraient à Saint-Germain-le-Roi un service solennel à la mémoire du duc de Berry. Et une quête fut faite au profit des gardes du corps, morts pendant la journée de juillet. Ah, on a eu connaissance, et le peuple, quel peuple, s'ameuta devant l'église, saccagea l'église, qui ne fut rendue au culte que sous Napoléon III. Le lendemain, on assista au nouveau pillage de l'archevêché, car le monseigneur de Calais avait déjà été pillé une fois. Et l'archevêque dut se cacher jusqu'en janvier 1831. On voit tout le caractère anti-religieux de cette révolution, pour échapper à la fureur de la foule. Et monseigneur de Quelen, en grand évêque qu'il était, eh bien, il eut sa vengeance, la vengeance d'un saint prêtre, d'un saint évêque. Il est réapparu en 1932, quand le choléra était là. Alors là, il avait sa place. Alors personne ne lui demandait rien. Il transforma sa maison de Conflans et le séminaire de Saint-Sulpice en hôpital. Il ferma lui-même les malades. Mais ça va plus loin, n'est-ce pas? On fit fermer les trappistes de la Meilleraie, qui s'est déclaré pour le roi. On fit abattre de nombreuses croix de mission établies par Charles X. Cependant, quand ce peuple, qu'on a fait marcher à la baguette, va se révolter à Lyon, parce que son salaire est de 18 sous et qu'on veut encore le baisser, qu'est-ce que va faire Casimir Périer, banquier, fils de banquier? Il va envoyer 40 000 hommes. Et la révolution va s'arrêter. En 1834, Louis-Philippe, le 21 février, fait une loi interdisant l'apparition d'articles jugés sur les issues. Il faut dire qu'il y en avait beaucoup contre lui. Mais il disait ceci: et les associations d'ouvriers, même divisées en sections de moins de 20 personnes. C'était la réactualisation de l'abominable loi Le Chapelier, qui désorganisait entièrement, qui détruisait les corporations et des trucs qu'à toutes, mais qui empêchait toute association ouvrière.
Il livrait ainsi les ouvriers à la plutocratie, enlevait tout moyen légal de défense. Et l'on verra, c'est une vérité historique, ce n'est pas moi qui l'invente. On verra de 1830 à 1885 une suite ininterrompue d'émeutes et de soulèvements qui traduisent bien dans quelle détresse était plongé le monde ouvrier. Les révolutionnaires de 1830 ne sont pas du tout des habits du peuple, n'est-ce pas? Sans vouloir justifier la commune, qui n'est injustifiable, il faut tout de même rappeler qu'il y a eu 20 000 morts, 35 000 arrestations, dont plus de 1000 femmes, 525, presque 700 enfants, 13 000 déportations. C'est le petit-fils de Charles X, c'est lui qui, dans sa lettre aux ouvriers, que personne ne connaît malheureusement, du 20 avril 1865, avant Rerum Novarum, va prendre la défense des ouvriers. Et en quels termes? Il faut rendre aux ouvriers le droit de se concerter, dit-il. Les seuls moyens d'y parvenir est la liberté d'association. Ah, mais c'est quand des gens comme Decazes, qui étaient devenus grands industriels, les Breuil, et tous ces gens qui étaient devenus de grands industriels, ont compris que le roi de France voulait défendre les ouvriers, alors ça n'allait plus du tout. C'était monsieur de trop. Et c'est pour ça qu'on a refusé le comte d'Artois, le comte de Chambord. C'est pas du tout pour une histoire de drapeau, qui est d'ailleurs une histoire ridicule et qui ne correspond à rien du tout, puisque le comte de Chambord avait dit la question du drapeau se dresse avec mon peuple à Paris. Et les Orléans ont inventé toute une histoire. Mais ce qui est vrai, par contre, c'est que le comte de Chambord défendait les ouvriers. On est étonné devant, je dirais, le côté moderne de ces vues. Et on ne peut pas ne pas se rappeler cette phrase merveilleuse de Saint-Pédis que nous aimons tous, qui écrivait aux évêques de France le 25 août 1910, pardon. Les vrais amis du peuple ne sont ni les révolutionnaires, ni les novateurs, mais les traditionnalistes. Et je voudrais, en terminant, je voulais vous dire autre chose, mais je n'ai pas le temps, simplement ceci: le roi a eu un entretien avec le baron d'Auxerre, et lui, si calme, se mit à pleurer. C'est en Angleterre. Comment peut-on m'appeler tyran? Qu'ai-je donc fait pour mériter ce nom? Dieu seul connaît le fond des consciences, seul il peut juger que la mienne renfermait ce qu'elle renfermera toujours d'attachement pour la France. Qu'ils disent le soin que j'apportais aux affaires. On va jusqu'à me reprocher la seule façon que je me permisse mon goût pour la chasse. Comme si ce goût avait usurpé les moments réclamés aux affaires. Chaque semaine, je présidais le conseil. Et vous savez, avec quel soin? Je me suis même fait rendre un compte minutieux de tout ce que je faisais pour les ordonnances. Et il ajoute, on a trouvé un prétexte, et ce n'est qu'un prétexte, il a raison. Je voudrais achever cette conférence, j'ai encore un peu de temps, je peux donc aller un petit peu plus loin. Le roi était très soucieux des ministres que Louis-Philippe avait enfermé. Le roi a un cœur d'or. Fasse le bon Dieu qu'il puisse bientôt s'en tirer, dit le roi. Et M. d'Auxerre répond, je ne crois pas que 3 d'entre eux soient possibles. Et c'est là où le roi répète que les ordonnances, il les a fait mûrement. Il me semblait que l'on pouvait s'y méprendre. Mais on le voulait, on a dit le premier prétexte qui s'est présenté. Je n'ai jamais voulu renverser la charte. 8 jours plus tard, la révolution aurait éclaté sur un autre prétexte, dit le roi. Au moins la responsabilité n'eût pas été sur vos têtes. Et je terminerai par ce passage de ce grand livre d'Antoine Lestat, un livre magistral qui est paru en 67, préfacé par Madiran, qui s'appelle L'histoire des congrégations de Lyon. Et je citerai un passage du père Béquier de Sauvigné, que j'ai connu. J'ai d'ailleurs tellement connu que je n'ai pas dit que c'était un prêtre, et je lui ai dit, monsieur l'abbé, non, comme le bras, tout gêné après d'apprendre qu'il était prêtre. Je ne savais pas, parce que rien ne prouvait qu'il était prêtre du tout. Mais ce qu'il écrit, Béquier de Sauvigny, en 56, c'est-à-dire une époque où il était un peu différent, reste vrai, on n'a plus que quoi qu'on puisse dire de penser de lui, c'est un homme très savant. Il dit ceci: sans ces 15 années de reconstruction et de reconquête pour l'Église de France, aurait-elle pu soutenir et développer, comme elle l'a fait au XIXe siècle, son œuvre d'apostolat? Contentons-nous de rappeler
avec lui l'exemple précis des vocations sacerdotales. Pour ceux qui aiment Monseigneur savent le prix des vocations sacerdotales. En 1830, il y aura 4655 prêtres de plus qu'en 1814. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 1830, la France, née au baptistère de Reims, n'est jamais revenue. Officiellement, n'a fait jamais profession de foi. Et pour vous prouver à quel point la Révolution de 30 est anti-religieuse, non seulement on va enlever l'article 6, qui déclare la religion catholique apostolique et romaine, on va enlever le préambule de Louis XVII comme offensant pour le peuple français. Mais on va faire plus. Pour bien marquer le retour du laïcisme et de la révolution, au fond, la Restauration est comme un palier entre la Révolution. Elle l'arrête un moment. Du jeudi 11 août 1831, le Moniteur déclare, par une note officielle, que la fête concordataire du 15 août ne comportera plus que les cérémonies extérieures non relatives aux vœux de Louis XIII. Et en terminant, je dis ceci, il y a aussi ceci qui est beau du Marquis de Roux. La Restauration, écrit Marguerite Roux, a été le dernier gouvernement français qui a compté parmi ses devoirs d'État l'appui à donner à l'Église pour le bien des arts. Et j'ajouterai ceci. Le roi est parti avec beaucoup de dignité, comme vous le verrez dans mon livre, et on voulait absolument le faire partir entre le 13 et le 14 août. Seulement, voilà, quand le Seigneur a décidé quelque chose, on peut faire tout ce qu'on veut. On n'arrive pas. On sait, je ne sais pas comment ils sont pris, les commissaires, en tout cas, le bateau n'était pas prêt. Si bien que le roi a pu s'arrêter à Valognes le 15 août. J'avais cru, primitivement, qu'il avait assisté à la Sainte-Messe dans une maison particulière. Or, en fait, d'après les derniers travaux faits, le roi Charles X est allé à la messe à l'église Saint-Lô de Valognes le 15 août 1830 et la dernière fois a renouvelé la consécration à la France. Il pouvait partir le lendemain. J'achèverai en vous disant ceci. J'ai reçu beaucoup de lettres. Je n'ai pas reçu beaucoup d'échos de la grande presse. Mais une lettre qui m'a complètement bouleversé, c'est celle de Monseigneur Lefebvre. J'avais envoyé mon livre, il n'avait pas mon adresse, il a répondu à mon éditeur. Et je n'ai jamais connu, il n'y a que les princes à faire ça. Veuillez excuser le retard, il est qui le 6 juin. Veuillez excuser le retard avec lequel je vous remercie vivement de votre ouvrage sur Charles X, mais pour parler avec Rome, on sonde la cause. On peut saluer. Soyez félicités pour avoir jeté une lumière nouvelle sur un roi et sur son règne. Nous vivons dans un siècle d'hérésie, entretenu par des écrivains qui diffusent le mensonge. Et Monseigneur ajoute, et je voudrais tant que ce soit un souhait qui soit exaucé, les séminaristes seront avides de connaître un livre comme celui-là. Voilà ce que j'allais vous dire. J'espère ne pas vous avoir trop entendu. Si je me permets de vous demander de prendre en considération mon ouvrage, et si vous pouvez l'acquérir, ce n'est pas du tout par l'orient personnel, ni même par intérêt personnel, mais parce que je crois qu'il faut que le plus grand nombre de traditionnalistes, avant 89, aient chez eux, dans cet ouvrage qui est imparfait, qui a des coquilles, le vrai visage du dernier roi de France très chrétien. C'est très important. Il n'y aura plus rien après. Il n'y aura plus que la révolution du continent. Et nous aurons tous les marioles que nous avons connus, si vous permettez cette forme. J'espère que vous voudrez bien acquérir ce livre. Je laisse, monsieur. Je vous laisse. Monsieur, je tiens à vous remercier très vivement de cette conférence si documentée que vous avez faite sur Charles X. J'avais lu une grande partie de votre livre, et évidemment, votre propos ne m'était pas totalement étranger par la même. Je veux dire qu'il m'a beaucoup intéressé, et surtout, car l'histoire de Charles X est connue, mais c'est surtout l'angle sous lequel vous l'examinez qui nous est particulièrement cher. J'aurais une
Mais cela dit, il y a tout de même, voyez-vous, quelque chose qui me tracasse non pas dans votre ouvrage, parce que après tout, vous dites la vérité, mais dans l'histoire de Charles X, c'est que ce roi que vous montrez est, à juste titre, très apprécié des foules parisiennes et des foules françaises en général. Ça ne veut rien dire, à mon avis, parce que le lendemain, elles s'enthousiasment pour n'importe quel clown de la même façon. Mais enfin, tout de même, il est apprécié, indiscutablement. On a assez vu les révolutionnaires, tout ce qui peut ressembler à Philippe d'Orléans, tout ça est très vrai. Bien, ce roi, qui a tout de même une certaine lucidité politique, ce roi s'en va parce qu'on lui dit tout bonnement qu'il y a 60 000 bons hommes. 80 000. Oui, certains disent, de toute façon, c'est comme c'est faux d'une façon ou d'une autre, qui marche sur Saint-Cloud, sur Rambouillet. On lui dit ça, alors, bon, ben, il dit très bien, il le médite 5 minutes et il s'en va. Ça a tout de même quelque chose d'extravagant. Je dois dire que là, il y a un point que, pardonnez-moi, vous n'élucidez pas complètement. C'est vrai. Vous constatez les bras ballants, comme nous tous. On lui annonce que 60 000 personnes arrivent, ou 80 000, et dit, bon, ben alors dans ce cas-là, il y a plus qu'une chose à faire, préparons notre petit bagage et partons. Dans la dignité, certes, de la majesté, certes, tout ce que vous voulez, mais il s'en va, sauf le diable d'Israël, qui finit tout de même par s'en aller. Alors ça me semble, voyez-vous, une faiblesse extraordinaire, qui me rappelle d'ailleurs l'espèce de fatalisme qu'on a l'impression de trouver chez Lucerne. Bien sûr. Parce que, après tout, vous comprenez, on pourrait tout de même penser 2 minutes en étant rien du tout, enfin un citoyen moyen, qu'on aurait pu envoyer quelques reconnaissances pour savoir si c'était 10 000, 12 000, 15 000, 20 000 ou rien du tout. S'ils avaient, comment est-ce qu'ils étaient armés, où est-ce qu'ils en étaient. Bon, en réalité, rien. Alors je sais bien qu'on lui a raconté des bobards, un peu comme dans le cadre au moment de la prise des Tuileries, on est allé lui raconter n'importe quoi à Nicée. Enfin, je constate dans les deux cas, peut-être est-ce l'ascendance slave, fataliste, Legzinski, mais je dois dire que dans les deux cas, je constate que le roi laisse tomber. Tout d'un coup, alors que rien ne portait à cette attitude. Oui, je réponds à cela, vous avez raison. Et en plus, il avait 12 000 hommes. Il avait 12 000 hommes, pas ensemble. Il y avait 4 000 et 8 000 hommes. Alors, voyez-vous, monsieur Claude Mouton, que tout le monde connaît, a bien voulu faire un très bon papier sur mon ouvrage, et il dit, en France probablement, et dans mon Algérie natale, quand on dit un gros bobard, on dit c'est gros comme une maison. Il dit vraiment, il faut l'appliquer au maréchal Maison. Car il faut bien dire que le roi est trop honnête, si je peux ainsi m'exprimer. Il dit cette chose qui est assez naïve et qui prouve sa bonne foi. Vous êtes maréchal de France. Par conséquent, vous ne pouvez pas me mentir. Ce qui est très honorable, mais assez naïf. Or, il est certain que M. de Mortemart, qui n'a pas demandé du tout d'être nommé Premier ministre, demande au roi de ne pas quitter Paris. Mais le message n'est pas venu. Vous connaissez ? Il a cru, où Louis-Philippe est abominable, c'est qu'il sent que le roi veut rester aux environs de Paris. Alors, comme il sent que le roi veut rester aux environs de Paris, et qu'il faut absolument qu'il parte, il ameute par Lafayette quelques personnes, on n'est même pas sûr qu'il y avait 12 ou 1300 personnes, presque rien. Et c'est quand même énorme. Quant à maréchal de France, qui s'est conduit admirablement à Navarin, qui a été fait maréchal de France à cause de ça, et qui est déjà passé à l'autre côté. Le roi de France lui demande combien sont-ils. Il répond 80 000. Le roi de France sait qu'il a 12 000, il hésite à une bagarre sanglante. Par ailleurs, la seconde faute du prince, c'est d'abdiquer. Ça n'est pas dans les constitutions du royaume, bien sûr. Finalement, si nous faisons le bilan, mais nous n'accablons pas, nous n'accablons pas. Le portrait de Charles X, c'est-à-dire que c'est rien contre. Bien sûr, mais bien sûr. Le recteur peut en témoigner. Donc, je suis entièrement d'accord avec vous sur la qualité de ce prince, et qui d'ailleurs, comme homme politique, après tout, n'est pas pire que ce qu'on a fait. Bon, c'est pas difficile, mais tout de même. Je suis d'accord avec vous, Louis-Philippe, c'est le fond. Bon, mais il y avait tout de même une jurisprudence
selon laquelle les Orléans racontent n'importe quoi pour prendre le pouvoir, ça n'était pas nouveau, ça n'était pas une découverte, et Dieu sait si le comte d'Artois avait été bien placé pour le savoir. Bien sûr, bien sûr. Deuxièmement, le fait qu'un maréchal de France, à cette époque, raconte aussi Un boba. n'importe quoi, mente, se parjure, ça n'était pas non plus nouveau. Dieu sait s'il y avait eu des quantités de maréchaux de France qui avaient trahi Napoléon. Napoléon avait d'ailleurs été lui-même abasourdi. Bien sûr. Mais bon, alors vous comprenez, nous ça me semble d'une naïveté absolument ébouriffante et, je vais dire, romantique. Car, comme vous le disiez, tout ce monde pleure à seau. Ben, c'est pas le moment de pleurer, vous comprenez. En l'occurrence, il ne fallait pas pleurer. Bien sûr, mais écoutez, n'oublions pas, n'oublions pas, monsieur, vous avez raison, mais n'oublions pas tout de même tous les services rendus par le roi, et n'oublions pas que c'est un homme âgé, qui est pressuré par tout le monde, n'est-ce pas? Marmont lui écrit qu'il faut absolument cesser. Marmont était absolument équivoque, n'est-ce pas? Il faut bien penser que c'est un prince entouré de gens qui lui affirment qu'il faut partir, et qu'il faut partir. Alors que fait-il dans ce moment où il manque sûrement de lucidité? Je ne le nie pas. Mais qui ne manquerait pas de lucidité dans un moment comme ça? Et si nous y étions nous-mêmes, n'est-ce pas? Et il veut absolument, il veut absolument partir en ayant nommé lieutenant général du royaume le duc d'Orléans, et on lui en fait reconnaître son petit-fils. C'est vrai que ça n'est pas inconnu, mais c'est ça l'esprit du roi. Alors, je pense que s'il était resté très calmement à Rambouillet, les choses auraient été autrement. Mais il faut bien se dire aussi tout de même, et ça il faut bien revenir à ce que dit M. Mouton à cet égard, le roi est éminemment anti-révolutionnaire. Et si on n'avait pas trouvé ce prétexte, on en aurait trouvé un autre, ou on l'aurait peut-être même assassiné, n'est-ce pas? On ne pouvait pas supporter ce prince-là. Alors je ne nie pas qu'il y eut un moment d'affolement, je ne nie pas qu'il eut tort de croire le maréchal Maison qui montait gros comme une maison, justement. Je ne nie pas tout cela, mais n'oublions pas que c'est un prince qui est enserré par des mensonges, qui a les princes près de lui, qui veut sauver son petit-fils, qui fait ce qu'il croit devoir faire. Il le fait en tout cas avec beaucoup de dignité, et quand les commissaires royaux voudront, les commissaires de Louis-Philippe voudront faire presser le pas, il ne marchera pas. Et quand on pense, vous le voyez dans mon livre, si vous l'avez lu, ce qui me fait l'honneur de le lire, que Dumont d'Urville avait mission, si les matelots dans lesquels était le roi de France se proclamaient pour lui et revenaient sur la France, de le faire sauter. Il avait cet ordre. C'est inimaginable. Dumont d'Urville, il dit tout tranquillement, il dit tout tranquillement ceci, enfin c'est à ne pas croire. Il dit tout tranquillement, c'est tout à fait à la fin, non, c'est avant ça, c'est le départ, voilà. Il dit que malheureusement un autre texte de Dumont d'Urville daté du 27 août, que Jacques Vivant a l'honnêteté de rapporter. Les ordres formels que j'avais donnés au commandant, capitaine Thibault, commandant la corvette La Seine, les conventions arrêtées avec mes deux capitaines américains et moi, me garantissaient de manière certaine l'exécution des instructions que j'avais reçues. Comment avait-il eu le culot de les accepter, tout en me félicitant de ne pas avoir eu besoin de courir à cette extrémité, c'est le moindre des choses. Je puis vous assurer que mes précautions ont été prises et mon parti bien arrêté. Messieurs les commissaires dont j'avais réclamé l'autorisation pour ce projet ont dû vous en rendre compte. Que signifiait en clair? Ça signifie en clair que la Seine avait l'ordre de tirer sur le paquebot sans défense. Dumont d'Urville, dans ce cas, se serait éloigné du dit paquebot au préalable sur une embarcation. Oui, quand on en est là, n'est-ce pas, on comprend qu'on voulait à tout prix abattre Charles X, parce qu'il est contre-révolutionnaire. Ça n'exclut pas un moment d'affolement personnel. Non, monsieur, mon propos n'est pas du tout. J'ai bien compris. Je ne veux pas, il ne s'agit pas de faire le procès du roi, simplement, mais d'élucider un point qui nous semble effrayant pour tout le monde et où on retrouve un comportement qui rappelle tout de même à certains égards Louis XVI. Alors que par ailleurs, il ne ressemble pas à son frère. Non, mais c'est vous êtes très gré, donnez votre grande science de l'avoir apprécié, mais effectivement, il y a là un moment de flottement.
je suis prêt à écouter d'autres questions. Bien, je vous remercie, monsieur. La fougue avec laquelle vous avez présenté votre sujet, votre héros, et puis la vivacité de M. Moreau qui convient d'un sujet actuel que celui que vous avez exposé ce soir. Et je souscris à votre propos que vous dites, c'est bon au seuil du bicentenaire, qu'on puisse remettre un peu dans la mémoire des jeunes gens et des jeunes filles de France ce type de leçons, ce type d'enseignement. Parce que j'ai le sentiment qu'il va y avoir de grandes choses et à partir du 1er janvier 1989, nous serons matraqués. Alors il est bon peut-être de concevoir votre ouvrage de l'antidote. C'est très bon. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir des gens à qui je parlais de lui, de Charles X, pour qui c'était Charles X. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qui c'était. Les gens pas idiots, ils ne savaient pas que c'était. Comme l'alcool.